Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. Le scrutin s'est tenu dans un contexte de tension sécuritaire. L'élection du président de la Somalie vient de livrer le nom de son vainqueur. Il s'agit de l'ancien Premier ministre, Mohamed Abdullahi Farmajo. Avec 184 voix, le nouveau président, qui appartient au clan des Darod, obtient donc plus de la moitié des votes des 329 parlementaires qui ont voté en 2 tours. Le chef de l'État sortant, Hassan Sheikh Mohamud, est lui arrivé second dans la course à la présidence. Le représentant du clan des Hawiyé a reconnu sa défaite avant l'organisation d'un 3e et dernier tour. Après l'annonce de sa victoire, le président élu a tenu à signifier que c'était le début de l'unité pour la nation somalienne, le début de la lutte contre les Chebabs et la corruption. L'organisation de l'élection présidentielle qui s'est tenue dans un hangar de l'aéroport de Mogadiscio pour des raisons de sécurité était face à un grand défi, éviter toute nouvelle attaque des islamistes Chebabs. En Angola, la passation de pouvoir entre le président et son dauphin marque l'un des plus grands tournants de la vie politique du continent africain. Après 37 ans de règne dans le pays, José Eduardo dos Santos a finalement décidé de céder sa place à la tête du mouvement populaire de libération de l'Angola. C'est son successeur, l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço, qui sera le candidat du MPLA pour l'élection présidentielle prévue en août 2017. Je suis prêt à accepter cette fonction, son Excellence le camarade président et le parti m'honorent de leur confiance. Et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cette confiance. Mon unique préoccupation actuellement est de travailler pour gagner les élections. Et après, nous verrons le reste. Changer de poste ne fera pas beaucoup de différence puisque j'ai occupé des postes différents. J'ai été secrétaire général du parti, j'ai sillonné presque tout le pays. Donc je pense que ce nouveau défi ne pose pas de problème. Les 7 mois qui nous restent avant les élections sont suffisants. Notre pays n'est pas en guerre, donc je ne vais pas mettre en avant mon statut de militaire. Il y a d'autres défis actuellement, comme consolider la démocratie et fortifier l'économie. C'est un grand défi, je crois, c'est difficile mais pas impossible. Nous sommes assez optimistes pour penser que nous allons réussir et ce n'est pas seulement João Lourenço qui va réussir, mais plutôt notre parti, le MPLA, qui est d'ailleurs une machine puissante. Je sens que je suis apte à bien diriger la barque et à relever ces défis. Le mois d'août verra aussi se dérouler les élections législatives angolaises. Pour ce scrutin, les rebelles séparatistes du Front pour la libération de l'enclave de Cabinda appellent au boycott. Le FLEC, qui s'oppose depuis une 40aine d'années au pouvoir en place, refuse de participer à un scrutin qu'il qualifie d'étranger. Dans une déclaration faite mardi, les indépendantistes refusent la permanence d'un pouvoir étranger dans le territoire angolais de Cabinda, enclavé entre le Congo et la République démocratique du Congo. Mais c'est par refus d'interférer dans les affaires internes de l'Angola que les rebelles appellent tout de même le peuple de Cabinda à ne pas participer aux élections d'août prochain. En Côte d'Ivoire, les revendications des éléments des forces spéciales ont été entendues ce mercredi. Le gouvernement a entamé en Conseil des ministres une discussion avec les soldats qui tirent en l'air depuis mardi. Le porte-parole du gouvernement a déclaré qu'il condamnait cette attitude violente qui a fait 2 blessés, notamment à Adiaké dans le sud-est du pays. Le cabinet a également déploré un mode opératoire qui ternit l'image du pays et amenuise les ressources de l'État. De son côté, le parti du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a dénoncé la forme de revendication des forces spéciales. La coalition au pouvoir a ajouté qu'elle poursuivrait son combat pour renforcer le climat de paix instauré après la crise post-électorale de 2010-2011. Ce mercredi, la situation semblait sous contrôle. Malgré tout, la population n'est pas rassurée par la sortie violente des hommes de l'important verrou de sécurité que représentent les forces spéciales en Côte d'Ivoire. C'est une attitude malheureusement récurrente ces derniers temps et le gouvernement a évidemment immédiatement entamé les discussions avec les soldats concernés. Le gouvernement tient ici à dire quand même qu'il condamne et qu'il déplore ces formes violentes de revendication. Mais malheureusement, ce type de revendication risque d'amenuiser les ressources de l'État. Ce type de revendication risque de donner moins de possibilités à l'État de traiter les questions qui lui sont posées. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a suspendu mardi son mot d'ordre de grève de 48 heures.
La FESI a obtenu satisfaction pour certaines de ses revendications, notamment l'acquisition de 11 000 bourses d'étudiants. Le syndicat a également obtenu la suppression des inscriptions en ligne pour les grandes écoles, ainsi que les 5 200 francs CFA à payer par les étudiants pour confirmer leur inscription. Ceux qui ont déjà payé cette somme seront par ailleurs remboursés. En outre, tous les étudiants affectés de l'État dans les grandes écoles paieront 40 000 francs CFA comme droit d'inscription. La grève de la FESI lundi et mardi avait paralysé les activités de plusieurs universités publiques, celles d'Abidjan-Cocody, Félix Houphouët-Boigny dans la capitale économique, Korogo, Gbon-Peleforo, Koulibaly au nord et Daloa ainsi que Lorounion-Guédé au centre-ouest. Les activités de grandes écoles à Abidjan avaient également été paralysées lundi. Après l'élection de son nouveau président, la Gambie pourrait bien également se munir d'une nouvelle constitution. Le nouveau ministre de la Justice a annoncé mercredi vouloir lancer la procédure de remaniement du texte qui était en vigueur sous l'ancien président Yahya Jammeh. Lors de sa prestation de serment mardi, le ministre Aboubakar Tambadou a annoncé quelles étaient les réformes prioritaires à mener. Elles concernent le secteur de la justice criminelle et les lois restrictives sur les médias. Pour le ministre nouvellement nommé par le président Adama Barrow, il s'agit de s'assurer de la pertinence de la Constitution et qu'elle satisfait aux buts pour lesquels les Gambiens l'ont adoptée. Le Libéria prend des mesures drastiques pour faire face à la dépréciation de sa monnaie nationale. La présidente Ellen Johnson Sirleaf a annoncé mercredi que les voyages des responsables gouvernementaux seraient suspendus pour 2 mois. Seule une exception relevant de sa propre décision pourrait permettre de déroger à cette règle. Le moratoire, en vigueur à compter du mois de février, a été décidé lors d'une réunion consacrée à la situation économique du pays. La mesure illustre les efforts continus de la Banque centrale du Libéria et du ministère des Finances ces dernières semaines afin de réduire et stabiliser les taux de change. Les autorités estiment que des résultats positifs ont déjà pu être observés, bien que la situation économique du Libéria reste compliquée pour la population, notamment pour les commerçants. C'est difficile pour mes clients et c'est compliqué pour mes ventes parce que c'est l'Afrique. La plupart des gens sont pauvres. Grosso modo, 80% des gens sont pauvres et 20% ont des moyens. Et au Libéria, c'est la pauvreté. Donc si vous dites à quelqu'un qu'un truc vaut $100 et 2 semaines plus tard, $190, vous allez voir ce qu'il va vous faire. Vous allez au-devant d'une grosse dispute. La suspension des missions à l'étranger a été mentionnée lors d'une discussion de cabinet et la présidente nous a expliqué qu'il ne nous restait que quelques jours pour finir ce que l'on devait faire. Pour être sûr que cela arrive, il est important que tous ces lieutenants soient autour d'elle pour réfléchir et travailler ensemble. En réalité, c'est cela, un appel à tous à travailler ensemble pour être sûr que nous tiendrons nos promesses. Notre pays fait face à de nombreux défis économiques, c'est un fait. De plus, des mesures drastiques sont mises en place et la suspension des voyages en fait partie. Ce n'est pas vraiment une suspension, c'est plutôt un moyen d'économiser de l'argent. Au Nigeria, les prochains travaux dans l'aéroport d'Abuja ne satisfont pas les compagnies aériennes. Le hub de l'aéroport international Nnamdi Azikiwe fermera intégralement le 8 mars pour 6 semaines de travaux de rénovation. Les vols domestiques mais aussi internationaux seront alors détournés vers Kaduna, à 170 km de là. Mais pour les compagnies aériennes majeures, hors de question de se plier à cette déviation. Elles voient cette alternative comme un risque de ralentissement de leurs voyageurs, ainsi que d'un surcoût lors de l'achat de leurs billets. Parmi les compagnies refusant le nouveau trajet, Lufthansa, Air France et South African Airways. Si British Airways et Turkish Airlines ne se sont pas encore formellement prononcées, elles pourraient engager des poursuites. Et enfin, je pense qu'il faudrait évidemment qu'on... Fabrice est un jeune Camerounais qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Comme de nombreux jeunes, il s'était fixé des objectifs. Globalement, on aide les institutions financières telles que les banques et les institutions de paiement à faire de manière plus facile et moins coûteuse les paiements transfrontaliers qui sont extrêmement coûteux pour l'Afrique. On y perd énormément d'argent. Et la deuxième solution, c'est de lutter contre l'exclusion financière dans le monde rural. Avec 12 banques comme clients, aujourd'hui, le jeune Fabrice confie que les aides venaient de toutes parts, notamment du richissime Nigérian Tony Elumelu et de la Banque africaine de développement. Justement, en parlant de la BAD, cette semaine a été organisée une conférence ministérielle de l'Afrique centrale pour une stratégie pour l'emploi des jeunes en Afrique. Il était question de trouver des solutions à la création de 25 millions d'emplois pour les jeunes en 10 ans. Cette conférence régionale de l'Afrique centrale sur l'emploi des jeunes a pour but d'engager les gouvernements des pays de la région de l'Afrique centrale
au plus haut niveau, donc au niveau des ministres des Finances et ministres en charge de l'emploi. Alors, cette stratégie, pour discuter de cette stratégie que la Banque africaine de développement donc a élaborée et a approuvée et lancée depuis mai 2016, en fait, pour mettre en œuvre ces stratégies, les pays sont au centre. À travers ces consultations régionales que la BAD organise, il faut également ajouter qu'il est davantage question de discuter avec les ministres des Finances et en charge de l'emploi afin de faire savoir aux jeunes et aux autorités que l'emploi ne se crée pas à travers un projet d'emploi, mais se crée par un ministère ou d'autres par l'écosystème. Les politiques sectorielles doivent donc conduire à avoir un environnement favorable. Environ 12 millions de jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail, alors que le secteur formel n'en produit que 3 millions. Donc chaque année, en plus du stock de chômeurs qui existe, on a chaque année 9 à 10 millions de jeunes qui s'ajoutent. Donc il s'agit maintenant de voir comment créer des millions d'emplois dans ces pays-là. Et c'est pour ça que cet engagement au niveau régional, au niveau des ministres des Finances, avec les ministres de l'Emploi, est notre première porte d'entrée. Et la prochaine étape, donc, c'est de faire un engagement au niveau des pays. Cette stratégie mise en place par la Banque africaine de développement a 3 levées d'intervention: l'intégration, l'innovation et l'accès au financement. Si l'on s'en tient à l'Institut national de la statistique du Cameroun, 3 sur 5 entreprises meurent après 10 ans. L'heure est donc à la création des emplois. Cette conférence est donc aussi un appel aux jeunes, car ils sont les principaux concernés, surtout en cette période de la fête de la jeunesse au Cameroun. Au sud du continent, tollé après l'ordre du président sud-africain de déployer 441 soldats pour assurer la sécurité au Parlement lors de son adresse annuelle à la nation jeudi. Pour l'opposition, il s'agit d'une véritable déclaration de guerre. Les précédents discours à la nation de Jacob Zuma avaient déjà été perturbés par des manifestations au sein de l'opposition qui demandaient sa démission. M. Zuma est accusé de corruption depuis plus de 10 ans. Ce mercredi, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans la cathédrale Saint-Paul du Cap pour ce qu'ils qualifient d'état réel de la nation. L'événement était organisé par le mouvement Save South Africa Campaign. À la veille de son discours, le chef du principal parti d'opposition a qualifié l'ANC de M. Zuma de réseau corrompu et clientéliste. La bêtise de cette culture enrichissante s'est répandue à travers le pays. Celui qui prendra les rênes du parti se trouvera à la tête d'un réseau de clientèle massif et parasite. Le pillage ne fera que reprendre. Les jeunes afro-descendants font face au chômage qui a atteint le niveau de 60%. Nous ne devons pas aller nous coucher et oublier ce chiffre, celui des 9 millions de Sud-Africains qui ne trouvent pas de travail et qui, pour la plupart, sont désespérés et ont arrêté de chercher depuis longtemps. L'ANC a plusieurs raisons de vouloir rester à la tête du gouvernement, mais la création d'emplois pour les générations perdues d'Afrique du Sud n'en fait pas partie. L'ANC est devenue, selon les mots du président Thabo Mbeki, un parasite ignoble et corrompu. À ma prise de service ici, on m'a dit qu'il y a les agents de force de sécurité publique n'ont eu l'occasion de tirer dans leur vie qu'une seule fois, au moment de leur formation. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il y a les armes, il y a les munitions pour, mais là il faut aller s'exercer, ça n'existe pas. Ce problème trouve enfin une solution. Ici, à la base de la CRS, la compagnie républicaine de sécurité du Bénin, un stand de tir est désormais implanté. Les Américains donateurs ont veillé à tout. L'infrastructure a une longueur de 42 mètres sur une largeur de 37 mètres. 10 portes-cibles sont installées avec un voile en béton armé de 39 mètres d'épaisseur. Le chef des flics béninois s'en réjouit. Ce stand de tir moderne, situé au cœur des compagnies républicaines de sécurité de Zobo, constituera un site d'entraînement et d'exercice facilement accessible au personnel de la police nationale. Il fera l'objet de soins particuliers. Les Américains soutiennent les Béninois en matière de sécurité depuis la nuit des temps. La responsable de la mission diplomatique américaine au Bénin pense que cette nouvelle infrastructure permettra aux flics béninois d'être mieux aguerris en ce qui concerne les tirs avec les armes à feu. Les États-Unis d'Amérique se tiennent aux côtés du Bénin en soutenant ses efforts pour promouvoir un avenir de paix, de sécurité et de prospérité pour cette nation, ses citoyens et les générations futures. Plusieurs générations de flics béninois ont servi la nation durant 30 ans et n'ont jamais eu l'opportunité de faire des exercices de tir. Cette insuffisance est désormais conjuguée au passé.
C'est le choc, la désolation au sein du personnel des deux médias. Journalistes, techniciens et autres employés du groupe Sud Média s'interrogent sur leur avenir. Bien évidemment, ça fait peur lorsqu'on veut trouver tous les subterfuges, toutes les astuces pour réduire au silence un média, parce que appelons un chat, c'est une manière de réduire un média au silence. LCF a assuré, depuis sa création et pendant plusieurs années, des permanences journalières à la présidence de la République. 3. LCF et City FM ont toujours bénéficié de l'aide de l'État à la presse dont les conditions d'attribution sont fixées par la HAC. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication indique que ces deux médias n'ont pas d'existence légale et pourtant LCF et City FM émettent depuis une dizaine d'années au Togo. Pourquoi en 2012 vous n'avez pas pu faire régulariser ce dossier? Et à cela, il m'a été répondu simplement qu'il n'y a aucun dossier à régulariser parce que la HAC n'a pas disposé de dossier LCF. La HAC ne dispose pas de dossier LCF et City FM. Et si nous sommes arrivés là, c'est à cause de cette mauvaise compréhension qu'on véhicule. Il n'y a pas de dossier LCF. La fermeture de ces deux médias suscite l'indignation des organisations de la société civile togolaise. Elles appellent d'ailleurs à des manifestations dans les rues de Lomé les prochains jours. Par cet acte, nos autorités nous montrent le mépris qu'elles ont vis-à-vis de nous, les populations. Nos autorités montrent l'inconsidération qu'ils ont vis-à-vis de nous, les citoyens. Et donc, nous demandons la réouverture de ces organes-là, puisque aujourd'hui, SCF, City FM ne sont plus seulement que la propriété du groupe Sud Média, mais du peuple togolais, des populations togolaises. Et donc, cette manière-là qui consiste également à museler, à restreindre les espaces d'expression, de liberté, nous la condamnons. Et c'est en cela que la semaine qui vient, le 14, 15 et le 16, nous organisons des manifestations qui reprendront également les 21, 22 et 23 février prochains pour dire non à cette procédure vraiment arbitraire et injuste et demander la réouverture de ces organes. Comme on le voit, les suites de cette affaire s'annoncent incertaines, surtout qu'un membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication dénonce la manière unilatérale avec laquelle le président a pris cette décision. Zeus Asiadouvo indique qu'aucune plénière de la HAC n'a décidé de la fermeture de ces deux médias. La Coupe d'Afrique des Nations de foot CAN 2017 s'est achevée dimanche 5 février dernier au Gabon, en consacrant pour la 5e fois champion du continent les Lions indoptables du Cameroun. L'Afrique et le reste du monde ont donc vibré au rythme de la haute compétition sportive entre les 16 pays qualifiés pour cette 31e édition. Tenant le titre, les éléphants de Côte d'Ivoire, arrivés favoris au Gabon, sont hélas sortis au premier tour, déjouant ainsi tous les pronostics. Un résultat qui a évidemment créé le spleen au sein de la grande population des supporters. Aboulaye Traoré, 49 ans, ancien footballeur international ayant fait les beaux jours de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et des clubs locaux et européens, notamment la SEC Mimosa, FC Metz et FC 7 en France et FC Braga en Espagne, exprime son amertume. C'était prévisible parce que, vous savez, il y a eu beaucoup d'improvisation. Un entraîneur, pour moi, je ne sais pas sur quelle base il a été recruté, qui maîtrisait pas son vestiaire. Ça s'est vu après l'élimination. Mais au-delà de tout ça, je crois que c'est toute une gestion. Je parle de l'environnement surtout. Vous avez vu, dans toutes les équipes qu'il y a eu quand même des anciens internationaux qui étaient là pour essayer d'apporter leur expérience, sauf l'équipe de Côte d'Ivoire. Pour Ben Badi, il faut du nouveau sang dans l'environnement du football de son pays. Il soutient que ce ne sont pas les compétences qui manquent en Côte d'Ivoire. On a constaté qu'après chaque CAN, il n'y a jamais eu d'états généraux. Ou bien s'il y a eu des états généraux, il n'y a jamais eu de conclusion. Nous sommes une nation de football. On n'a pas le droit de faillir à notre mission, c'est-à-dire de se faire humilier comme c'est passé au Gabon. On veut venir, des amis et moi, apporter notre expérience au développement du football ivoirien. Des journalistes sportifs présents à cette Coupe des Nations n'ont pas hésité à dénoncer les faiblesses des éléphants. Il n'y avait pas une bonne ambiance au sein de cette formation. Le coach lui-même, à plusieurs moments, on a vu qu'il était
limité techniquement, tactiquement. Les éléphants avaient besoin d'un entraîneur, un bon entraîneur, un psychologue qui maîtrise son travail. Malheureusement, notre entraîneur n'avait pas cette carrure. Il appartient à l'entraîneur de faire en sorte qu'aucune main négative ne s'immisce dans son travail. Selon le ministre ivoirien des Sports, François Amichia, l'heure est au bilan dans le calme, quoique rentré du Gabon moins heureux après y être allé très confiant. En 2015, quand l'équipe partait à Malabo, personne ne lui donnait une chance de remporter le trophée. Nous avons remporté le trophée. En 2017, en y allant, nous pensions que nous franchirions le premier tour. Cela n'a pas été le cas. Je crois que c'est une interpellation. Il faut que nos instances dirigeantes se remettent en cause. Quand on regarde le parcours de certains pays comme le Burkina, le Cameroun, on se rend compte de l'importance de la force mentale. Et on regarde notre équipe, on pense que ce qui a manqué à notre équipe, c'est cette force mentale. Donc peut-être qu'en plus d'un entraîneur, d'un sélectionneur, il faudrait peut-être prendre un préparateur psychologique. La CAN 2017 relève certainement du passé, puisqu'il faut avoir le regard résolument tourné vers l'avenir. Un avenir dont la préparation doit commencer maintenant. Et les états généraux du football ivoirien, proposés par Ben Badi, pourraient aider à poser un réel diagnostic pour de vrais remèdes en Côte d'Ivoire et dans les autres nations de football en Afrique. Au Cameroun, les Lions indomptables continuent d'être honorés. Après un bain de foule mardi à leur retour au pays, les champions d'Afrique de football ont été décorés par le président mercredi. Au-delà de la solennité, lors de la remise des médailles de chevalier de l'ordre de la valeur aux hommes d'Hugo Bross, la réception s'est déroulée dans une ambiance plutôt bon enfant. En s'inspirant des paroles d'une chanson à la mode dans le pays, Paul Biya a salué l'exploit des Lions qui ont mis dans la sauce les équipes les plus aguerries de cette CAN 2017. Le championnat s'est achevé par leur victoire 2-1 sur l'Égypte dimanche au Gabon. Autre moment cocasse, celui où le ministre des Sports a fait preuve d'autodérision lors de son salut au couple présidentiel. En s'arc-boutant devant Paul et Chantal Biya, Pierre-Ismaël Bidong-Poit a réitéré le geste qu'il a rendu célèbre dans le monde entier en décembre dernier, un clin d'œil qui a beaucoup amusé la première dame. On est tous contents de la réception du chef de l'État aujourd'hui. C'est un moment inoubliable que nous vivons. On sait qu'il faut gagner la Coupe d'Afrique pour être reçu ici. C'était une motivation supplémentaire parce que c'est la première fois de participer à ce genre d'événement. Donc on est tous contents et on souhaite réitérer ce genre de performance à l'avenir. Après une telle réception au Palais de l'Unité, tout ce que je peux dire, c'est juste incroyable. C'est magnifique de vivre ce genre d'instant. C'est vraiment, je n'ai pas de mots. La CAN 2019 qui est au Cameroun en 2019, n'est-ce pas? Nous devons déjà la préparer maintenant. C'est nous avons remporté cette CAN 2017. C'est le moment de la préparer pour la remporter en 2019. Là, nous serons vraiment satisfaits avec les Lions, mais pour le moment, nous sommes dans la joie. Elle en est une habituée, mais la prouesse mérite d'être mentionnée une nouvelle fois. L'Éthiopienne Genzebe Dibaba a battu le record du monde du 2000 mètres en salle. La coureuse a accompli l'exploit mardi à Sabadell. Elle s'offre ainsi un 6e record du monde en salle, après ceux du 1500 mètres, du mile, du 3000 mètres, des 2 miles et du 5000 mètres. Avec un chrono de 5 minutes, 23 secondes et 74 centièmes, l'athlète pulvérise le temps de l'ancienne détentrice du record de près de 7 secondes. La Roumaine Gabriela Szabo l'avait atteint il y a 20 ans, en 5 minutes, 30 secondes et 53 centièmes. Réalisé à la veille de son 26e anniversaire, le chrono de Genzebe Dibaba est aussi nettement inférieur au record du monde de la distance en extérieur. L'Irlandaise Sonia O'Sullivan a couru les 2000 mètres en 5 minutes, 25 secondes et 36 centièmes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.